Bonjour et bienvenue sur Plan B, l'émission qui donne la parole aux acteurs et aux actrices de la transition et de la résilience. Aujourd'hui, je suis particulièrement révolté. D'ailleurs, j'ai mis mon sweat à capuche de zadiste, j'ai mis des lunettes pour me donner des airs de Malcolm X, mais aussi pour mieux voir la charmante invitée que nous accueillons aujourd'hui, Stéphanie Gibaud. Bonjour Stéphanie. Bonjour Cyrus, merci de l'invitation. Alors oui, non, aujourd'hui je suis vénère, je suis très très énervé, très révolté, mais en fait je devrais l'être tous les jours en raison des sujets et des problèmes que vous soulevez sur la mainmise de la finance sur l'économie mondiale, mais aussi les ressources naturelles et surtout des scandales financiers que vous avez révélés en matière de fraude qui ont totalement transformé votre vie en tant que lanceuse d'alerte depuis une douzaine d'années. Et c'est cela que vous êtes venu nous raconter. Peut-être Stéphanie, je vous laisse dire quelques mots sur votre parcours et aussi comment vous en êtes venu à lancer l'alerte chez votre employeur UBS. Alors, oui, j'ai eu un parcours professionnel sans souci, c'est-à-dire que je suis passée d'une entreprise à l'autre entre mes 20 et des années jusqu'à 2008. Et en 2008, je travaillais chez UBS, donc l'ancienne Union des banques suisses, depuis presque 10 ans. J'y étais rentrée en 1999 quand la banque a ouvert à Paris. Ses bureaux, où j'étais responsable marketing et communication, c'est-à-dire que j'étais essentiellement en charge de tout ce qui était relations publiques, c'est-à-dire d'organiser des événements, des plateformes événementielles pour accueillir les clients et les prospects de la banque. C'est-à-dire que j'avais un métier comme beaucoup de femmes, c'est un métier essentiellement féminin, il y a beaucoup de femmes en tout cas dans ce métier, un métier à la fois de représentation, et moi mon job était d'être toujours à l'extérieur de la banque pour trouver des lieux, des partenaires, parce que j'organisais pas mal d'événements, ce qui s'appelle en cross-selling, donc avec des marques de luxe, puisque je travaillais pour la filiale gestion de fortune d'UBS, qui a donc ouvert en France, mais aussi en Espagne en 1999, parce que la stratégie a été pour les Suisses, qui ont toujours plusieurs trains d'avance en matière financière. Ils se sont dit, mais Berlusconi en Italie vient de faire 2 scudetto, c'est-à-dire qu'il a permis à ce que les gens qui fraudaient le fisc et qui avaient des comptes offshore puissent les rentrer sans pénalité. Il est très possible que Chirac en France, et je ne sais plus qui était au pouvoir en Espagne à l'époque, fasse la même chose. Donc plutôt que les gens rentrent leur argent en Espagne à la Caixa ou des banques espagnoles et en France dans des banques françaises, autant qu'on les récupère en onshore. Le marché offshore, c'est à l'étranger dans les paradis fiscaux, et onshore, c'est dans nos marchés nationaux domestiques. À nous, oui. Donc moi, je suis arrivée là, je travaille dans un club de football qui s'appelle le RC Lens, où je m'occupais à la fois des joueurs et de la communication du club, notamment parce que le club joue à la Champions League ces années-là. Donc j'ai un métier très passionnant, aller de Arsenal à Panathinaïkos, à Tel Aviv, à Kiev, enfin bon, voilà. Un beau Une club vie, avec une belle identité. Voilà. Et puis, j'avais une amie qui travaillait dans la banque d'investissement d'UBS, UBS Investment Bank, et qui m'a un jour envoyé, si vous vous remettez il y a 20 ans, c'est-à-dire en 1999, qui m'a envoyé un fax ou un je ne sais pas quoi, et qui m'a dit, mais tiens, UBS, gestion de fortune, ouvre à Paris, pourquoi tu cherches quelqu'un au niveau de la communication? Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est la gestion de fortune? Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors les Et clients sont des individus très fortunés, des entreprises? alors, la gestion de fortune, ce sont uniquement des individus et des familles fortunées. D'accord. En France, la gestion de fortune, enfin, le marché, c'est 150 000 familles. Donc, vous imaginez, sur 70 millions d'habitants. Mais cela étant, c'est segmenté de manière pyramidale. Vous avez ce qui s'appelle le core affluent, c'est-à-dire les clients à moins de 3 millions d'euros. Vous avez ce qui s'appelle les high net worth. Donc, les high net worth, c'est plutôt de 5 à 30 millions d'euros. Et puis, vous avez les ultra high net worth, profil des plus riches familles françaises. Et qu'en fait, en fonction de la segmentation, mais justement, vous ne draguez pas les gens de la même façon. L'argent n'est pas obtenu non plus de la même façon. Il y a grandes familles. La gestion de fortune, justement, c'est sur la durée. C'est pas comme si vous vendez quelque chose
je ne sais pas, vous allez vendre un t-shirt ou une bouteille d'eau, ça va peut-être être un one-shot, même si vous voulez fidéliser les clients. Là, sur la gestion de fortune, vous confiez le patrimoine qui va avoir été créé par vos arrière-grands-parents et que vous allez transmettre à vos propres enfants, etc. Donc, en fait, il y a deux choses importantes. C'est la confiance dans le banquier et puis la confiance dans la marque. Donc, en fait, moi, mon métier, il était là. Il était de vendre ces fameuses 3 clés UBS, ce fameux logo UBS, et de présenter aux clients et aux prospects de la banque par des matchs de tennis à Roland-Garros, par des matchs de la Coupe du monde de rugby, la Coupe du monde de football, par la privatisation de lieux prestigieux, une image de la banque pour qu'en fait, ils pensent, enfin tout ça c'est du marketing et de la communication, pour qu'ils pensent que leurs avoirs et leurs actifs soient gérés de la même façon que la réception qui est faite quand on les voit à l'extérieur de la banque. Donc c'est un métier, voilà, moi j'ai fait ça avec beaucoup de passion, ça n'avait rien à voir avec le football, mais c'était la même chose, c'est-à-dire que par rapport à des supporters de football ou par rapport à ce qu'on peut appeler des VIP, où vous les accueillez pour proposer une image du club, parce que forcément, un club de football, il y a aussi des packages qui sont vendus à des entreprises, il y a toute l'image au niveau médiatique, etc. Finalement, c'est le même type de métier, la cible est effectivement très, très différente, mais vous voyez bien qu'il y a quand même des gens très, très riches qui aiment aussi le football. Donc, tout à fait. donc voilà. Et alors, au bout d'un moment, vous constatez des irrégularités, voire des dérives. Comment ça s'est passé? Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que moi, j'avais ce métier qui m'a pris beaucoup de temps parce qu'après avoir ouvert Paris en 1999, UBS a décidé d'ouvrir des bureaux partout en France. Le premier d'entre eux, c'était Lyon, en Rhône-Alpes, et ensuite Bordeaux, Marseille, Nantes, Lille, Strasbourg. C'est-à-dire pour couvrir le pays et pouvoir développer justement la notoriété de la marque. Parce qu'en France, quand vous dites UBS, les gens ne connaissent pas. Il n'y a que les gens très, comment dire, très affûtés qui connaissent le nom de la banque. Moi, j'ai pris mon téléphone pendant 12 ans pour réserver des endroits. Je dis bonjour, Stéphanie Gibaud, UBS, et on me disait UPS. Et j'étais obligée de dire non, UBS, l'ancienne Union des banques suisses. Ah, alors là, dès que vous dites Union des banques suisses, c'est tout de suite, vous avez tapis rouge devant vous. Hein. C'est comme si vous... enfin, c'est absolument extraordinaire. Et donc, moi, j'ai ouvert tous ces bureaux en province. On était 40 ou 50 personnes quand j'ai joint UBS en 99. C'est-à-dire qu'on était une espèce de start-up avec des moyens extraordinaires. Et puis, en 2008, parce qu'on va venir au fait, donc en 2008, après avoir ouvert tous ces bureaux, et où j'organisais une centaine d'événements par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un rythme de folie parce que c'est le week-end, c'est les jours fériés, c'est le soir, en fait c'est tout le temps. Eh bien en 2008, c'est un peu comme un millefeuille, il se passe des tonnes de choses en même temps. Vous ne pouvez pas avoir échappé à ce qui s'appelle la crise des subprimes, c'est-à-dire avec ces Américains de la classe moyenne qui se sont retrouvés hors de chez eux parce qu'on leur avait vendu des prêts qu'ils ne pouvaient pas rembourser avec des taux variables. Vous avez ma chienne derrière moi, je suis désolée, mais... Non, ça va très bien. Non, toujours à côté de moi, c'est silencieuse là. Et donc, crise des subprimes, donc ça c'est la banque d'investissement UBS qui en prend quand même un gros coup dans l'aile parce que c'est la banque non américaine la plus impactée par la crise des subprimes. Deuxièmement, il y a l'affaire Birkenfeld aux États-Unis, donc avec cet ex-collègue de la gestion de fortune qui s'en va expliquer aux autorités américaines qu'en tant que banquier, son métier est d'aider les clients américains à frauder le fisc, donc à ouvrir des comptes offshore. Donc là, c'est quand même absolument effarant, avec le procès UBS, dont on va revenir tout à l'heure. Et puis, troisièmement, au même moment aussi, en 2008-2009, on apprend l'affaire Madoff par les médias. Et puis, un jour, j'ouvre, je ne sais plus si c'était au bureau, la Tribune ou les Échos, et on apprend donc par la presse qu'UBS est dépositaire du fonds Madoff au Luxembourg. Là, si vous voulez, c'est un empire financier, parce qu'UBS avait à l'époque quand même des centaines de milliers de collaborateurs, je ne sais plus le nombre exact, et que là, si vous voulez, les trois pans de l'industrie différente, gestion de fortune, on vient d'en parler,
les personnes les plus fortunées au monde, la banque d'investissement, donc qui joue avec les traders sur les marchés, et la banque asset management qui investit, et notamment sur les fonds de pension et tout le reste, sont sciés par 3 scandales mondiaux extraordinaires. Et moi, j'étais à mon bureau en train de gérer à la fois la communication, les événements, machin. On voyait bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la banque, c'est la culture du silence. La banque, c'est le monde du poisson. Personne ne parle, on ne sait pas ce qui se passe, à part les communications de la direction. Et justement, nous par exemple, sur Madoff, on avait reçu un email, je me souviens, de Media Relations à Zurich, du pôle médiatique à Zurich, qui nous avait dit « On ne comprend pas ce que raconte la presse, nous, monsieur Madoff, on ne connaît pas. » Donc, vous voyez, ça va quand même très, très loin. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'information, c'est justement de la communication. Alors, on va revenir à mon histoire. Donc, moi, en 2008, j'entends tout ce qui se passe dans les médias, j'écoute, on voit bien que dans la banque, ça ne va pas très bien. Et surtout, on voit bien qu'il n'y a plus de pilotes dans l'avion. C'est quand même très, très compliqué pour des entreprises aussi importantes de voir que la gestion des risques, c'est quand même quelque chose dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, le risk management, ça n'a pas été pris en considération. Ça veut vraiment dire que finalement, la fraude avait été anticipée en se disant, écoutez, de toute façon, en gros, il risque de rien nous arriver. Et c'est ce qu'on a appelé aux États-Unis le fameux too big to fail. On l'a vu après l'histoire de Lehman Brothers, c'est-à-dire qu'on a sauvé les banques, et puis en gros, après, on s'est dit, On ça en ne a doit plus laissé jamais couler une pour arriver. l'exemple. En l'occurrence, une qui exposait plus d'ailleurs l'Europe que les États-Unis. Enfin, Lehman Brothers, en gros, les États-Unis pouvaient se permettre de les laisser couler sans trop en souffrir, si j'ai bien compris. Mais voilà, d'autres banques étaient tout aussi fragiles et on a décidé de les sauver parce que too big to fail, c'est-à-dire ce sont des banques systémiques qui, si elles s'effondrent, l'économie américaine s'effondre avec, quoi. Exactement. Et c'est dramatique. Pourquoi? Parce qu'en 2008, ils ont fait, alors pour les spécialistes bancaires, ce qui s'appelle BAL 2 et BAL 3, qui sont des conditions de non, comment dire, pour éviter que les banques, justement, soient capables de s'effondrer. Oui. Et puis, en fait, sans anticiper l'avenir. C'est-à-dire que ça fait quand même un petit moment qu'on entend des économistes, de toutes les tendances, dire on sait qu'il va y avoir une crise économique encore plus forte depuis 2008, sauf que qu'est-ce qui va se passer? On se rend bien compte aujourd'hui que les banques sont bien plus puissantes que nos États, et que ce ne sont pas forcément nos dirigeants politiques qui dirigent, mais que ce sont bien les banques. Et en revanche, on ne connaît pas le nom des grands banquiers. Tout le monde connaît le nom de son président de la République, à la limite celui de son Premier ministre, mais les gens qui dirigent vraiment le monde, on ne sait pas comment ils s'appellent, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas qui ils sont. Vous parliez de silence tout à l'heure. Je pense qu'il y a de ça aussi. Alors, il y a le silence médiatique sur ces sujets-là. Alors bon, au moindre attentat, on va couvrir en long en large le sujet, on va ramener des experts de tous bords, de l'islamisme, de l'éducation, des banlieues, etc. Et il y a de bonnes raisons de le faire, ce sont des sujets importants, mais si seulement on éduquait autant et on débattait autant de ces sujets-là, on n'en serait peut-être pas là. Effectivement, la population, et y compris moi, je commence par moi-même, j'ai une culture générale assez faible du monde financier et de ses dérives, et encore, je suis un citoyen qui essaie de s'intéresser à un petit peu tout. Bon. Ces dirigeants, on ne les connaît pas, et les gens de l'intérieur gardent le silence, parce que pour une lanceuse d'alerte comme vous, j'imagine qu'il y en a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers au sein de l'industrie qui se taisent. Et on va en parler dans votre cas, et pour ceux qui lancent l'alerte, on essaie de les étouffer, de les dénigrer, de les intimider, etc. Enfin, on va y revenir, mais c'est peut-être pour ça aussi que on va parler de quelques scandales financiers plus tard, mais on ne découvre que la face émergée de l'iceberg avec les scandales qui sont révélés. On peut raisonnablement penser qu'il y en a d'autres dérives qui ne sont jamais portées à la connaissance d'un seul média. Mais pardon, je vous laisse continuer, mais effectivement, c'est un point important qui fait que ce système tient debout aussi. Il n'est pas mis sur la table du débat politique, il est peu abordé dans les médias, du moins il n'est pas couvert, débattu, et les gens parlent peu, et le peu qui parlent souffrent d'intimidation et de campagnes de dénigrement. Je crois que c'est un peu ce que vous avez vécu et ce que vous allez nous raconter aussi. Oui, c'est ça, c'est un système organisé à tous les niveaux, c'est-à-dire que d'un côté, on n'informe pas les gens,
Donc forcément, ils ne peuvent pas avoir connaissance de ce dont on est en train de parler. Les médias ne sont pas là justement pour les éveiller en conscience et donc leur faire prendre connaissance, enfin prendre conscience qu'il y a des vrais problèmes. La crise de 2008, c'était finalement obligatoire, puisque là, on a Les eu gens se tous sont nos retrouvés au dirigeants. chômage. Il fallait bien leur Voilà. expliquer. Ouais. Et que sinon, c'est le procès UBS qui a lieu en ce moment, en appel, hein, puisque UBS a été condamné à 4,5 milliards d'euros en 2019. C'est l'amende la plus importante qui ait jamais été donnée à une banque en France. Il n'y a pas eu un JT qui en ait parlé à l'époque, en 2019. Il n'y a pas eu un tweet de nos ex-ministres des Finances. Par exemple, moi, quand mon histoire commence, c'était Madame Lagarde qui était à Bercy. Madame Lagarde est à la BCE aujourd'hui, comme vous le savez. Elle est passée par le FMI. A priori, c'est une histoire qui ne l'intéresse pas. Pas un tweet de tous ceux qui sont passés à Bercy, hein, que ce soit Michel Sapin, Michel Moscovici, que ce soit Woerth, que ce soit Cahuzac, bien évidemment, que ce soit même Emmanuel Macron, qui était ministre du budget. Et donc là, en l'occurrence, c'était Darmanin au budget et Bruno Le Maire ministre des Finances. Et vous dites, mais eux qui tweetent pour tout et n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'ils ne tweetent pas une information aussi importante? Pourquoi les JT de toutes les chaînes de télé, et notamment toutes les chaînes, vous savez, d'information qui tournent 24/24, n'en parlent pas non plus? Comment est-ce que c'est possible? Et là, en ce moment, a lieu l'appel, puisque donc l'UBS a fait appel de la décision des 4,5 milliards d'euros de cette condamnation pour système frauduleux d'évasion fiscale en bande organisée. Je vous mets au défi de trouver un média qui en parle, à part les Échos, et RT France, puisqu'hier soir, il y a eu quelque chose au JT de RT France et qui m'avait interviewé la semaine dernière. Mais vous vous dites, mais quel est le but de ça? Et en fait, le but, c'est justement que les gens ne comprennent pas ce qui se passe, qui sont les informations cruciales. Parce que le ministère en France qui tient les finances, c'est bien Bercy, c'est bien le ministère des Finances, il porte son nom. Si l'économie est aussi, comment dire, ce qui se passe au niveau économique et financier est aussi caché des gens, qu'est-ce que ça donne comme tendance? Qu'est-ce que c'est comme marqueur? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas en parler? Ça devrait être justement un cas d'école aussi enseigné dans toutes les, je sais pas, les lycées, les facs, les gens qui étudient la finance. Qu'est-ce que c'est que ce dossier UBS? Et finalement, si on n'en parle pas, c'est qu'il y a une raison qui est évidente, c'est qu'on ne veut pas comprendre où est la cause des causes. C'est-à-dire, en d'autres termes, on est un pays où on parle beaucoup et on nous reproche beaucoup aux Français de parler et pas d'agir sur la scène internationale, et ça nous coûte très cher à plein de niveaux. On va parler des droits de l'homme, par exemple, on va aller pointer Poutine avec l'affaire Navalny. De quoi on a l'air, nous, la France, avoir refusé l'asile de Edward Snowden et de Julian Assange. Et de continuer à le refuser, parce qu'on est quelques-uns à régulièrement solliciter l'Élysée là-dessus, ou avoir sollicité des députés qui posent la question écrite ou orale au niveau du gouvernement. De quoi est-ce qu'on peut avoir, comment est-ce qu'on peut avoir une crédibilité sur les droits de l'homme avec des dossiers comme ça, sachant que ce sont des hommes qui ont justement permis à Assange et Snowden, à savoir que nos gouvernements, Chirac, Sarkozy, Hollande, avaient été écoutés par la NSA, à savoir que nos ministres de l'économie, entre autres Strauss-Kahn et l'autre, c'était... son nom m'échappe, je vois son visage, ça me reviendra, avait été écouté et que du coup, ça a permis aux États-Unis de piquer à la France des marchés sur lesquels elle se positionnait. Vous vous rendez compte quand même c'est d'une importance cruciale. Que ces hommes n'aient pas été, accueillis et protégés en France, alors qu'en même temps, on a été capable de protéger et d'accueillir des dictateurs comme Duvalier pendant 25 ans sur la Côte d'Azur. Alors, vous voyez, ça, c'est le sujet droit de l'homme, où on donne des leçons de morale. Je parlais de Navalny à l'instant, mais sur d'autres pays. Donc, sur la finance, sur l'économie, c'est un petit peu la même chose. Pendant qu'on ne vous parle pas du BS, on vous parle de choses pour vous, soit vous amuser, soit pour vous faire très peur, vous savez, faire pleurer les gens qui ne comprennent pas bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va parler des conséquences
et on va en permanence essayer de mettre des sparadraps sur des membres qui sont coupés, vous voyez, sur des jambes de bois. On ne va pas aller parler de la cause des causes, parce que s'il y a autant de chômage, s'il y a aussi peu d'industrie aujourd'hui dans notre pays, si on a un pays qui fonctionne aussi mal, ben ça vient d'où? Et qu'en fait, on ne peut surtout pas parler de où vient la problématique. Et que là, il y a une arme redoutable qui s'appelle les médias mainstream, qui sont les chiens de garde du système. Il y a des films qui ont été faits là-dessus, d'ailleurs, et qui, en fait, orientent la pensée des gens. Donc, c'est plus facile de faire peur, c'est plus facile de mettre les gens dans l'ignorance que d'aller leur expliquer où est la cause des causes et de les emmener à une réflexion à tous les niveaux, qu'elle soit économique, politique, financière. Je pense que bonne partie des médias est entre les mains d'assez peu de gens. Enfin voilà, sans, sans les nommer, on les connaît. Ils vont peut-être parler de ces sujets parce que bon, au bout d'un moment, ça devient juste trop gros pour être complètement caché, ça devient suspect. On peut raisonnablement imaginer que si BFM ou CNews décident de faire une journée entière ou un reportage entier sur les grands scandales financiers des 10 dernières années et pourquoi ça gangrène l'économie mondiale, que ça passera pas la validation éditoriale, quoi. On peut raisonnablement imaginer ça. En revanche, une journée entière sur l'islamisme, ça passe sans problème, quoi. Bon, si on revient, ce qui m'étonne aussi, c'est que Marine Le Pen n'en parle pas plus que ça, alors qu'elle se pose comme défenseur aussi des classes défavorisées. Jean-Luc Mélenchon peut-être un petit peu, mais je pense que à part en gros Jacques Cheminade et François Asselineau qui font moins de 1% des voix, en gros il y a personne qui enfin bon, en gros c'est même pas soumis au débat politique tout ça. Donc c'est ni médiatisé ni politisé. Allez-y, oui. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on a des gens qui sont des marionnettes du système, à gauche, à droite, partout, pour que tout ça continue à exister. C'est-à-dire, se positionnent les uns les autres comme étant dans l'opposition. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous montrent en marionnettes très méchantes le Luxembourg, l'Irlande, n'importe quel paradis fiscaux, vous pouvez imaginer, le Panama et tout ce que vous voulez. Très bien, c'est important, puisqu'effectivement, l'argent est là-bas, l'argent est à l'offshore. Mais ce qu'ils occultent complètement, c'est que les fraudeurs sont chez nous. Les fraudeurs, les menteurs, les voleurs sont chez nous. C'est-à-dire qu'une affaire comme UBS, ça se passe en France. Moi, je n'étais pas salarié du Luxembourg, je n'étais pas salarié en Irlande, je n'étais pas salarié en Suisse, je n'étais pas salarié en Amérique du Sud ou en Amérique centrale ou dans un paradis fiscal, je ne sais pas, je n'étais pas à Singapour ni à Hong Kong, j'étais à Paris, la capitale de la France. Donc, dans une banque française, puisque UBS France avait une licence pour travailler en France, donc il réfère aux autorités de contrôle françaises. Et qu'est-ce que prouve mon histoire? Mon histoire, ce que j'ai expliqué donc depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire qu'un jour de juin 2008, alors que j'étais à mon travail, je vous remets le contexte de tout à l'heure entre la banque d'investissement, Madoff et compagnie, ma supérieure hiérarchique nouvellement recrutée, qui arrivait de chez BNP Paribas, est rentrée comme une furie dans mon bureau pour me dire qu'une perquisition venait d'avoir lieu dans le bureau du directeur général, Patrick Defayette, et que, je vous la cite, étant donné les circonstances, il fallait que je détruise de mon disque dur tous les fichiers, donc c'était en l'occurrence des fichiers Excel, avec le nom des clients invités sur tous les événements que j'avais organisés depuis 10 ans. Et c'est un ordre oral, évidemment, il n'y a rien d'écrit. Bien sûr qu'il n'y a rien d'écrit, je vous dis, elle est rentrée comme une furie dans mon bureau, et elle est revenue dans les jours qui ont suivi pour demander si j'avais exécuté ses ordres, et aussi pour détruire toutes les armoires d'archives papier que j'avais dans mon bureau, puisque j'étais donc une des ancêtres de la banque, elle était arrivée 10 ans plus tôt. Forcément, j'avais vu la banque se monter, et que forcément, j'avais un certain nombre d'informations. Sauf que moi, je n'ai pas compris où était le problème. J'ai compris que le problème, c'était moi. C'est-à-dire que j'ai compris que soit j'étais plus très compétente, soit on m'en voulait, mais je ne savais pas pourquoi on m'en voulait. Je n'ai pas vu que le problème, c'était le contenu de mes fichiers et de mes données. Là, je vais vous résumer ce que j'ai été capable de comprendre en un certain nombre de mois, voire d'années. C'est qu'en fait, moi, je travaillais depuis 1999 avec des Suisses, des banquiers suisses qui, au début, faisaient partie de nos équipes commerciales en France. Et aussi avec les 150 chargés d'affaires suisses
donc banquier, chargé d'affaires, ça veut dire banquier. Banquier qui était essentiellement à Genève, parce que c'est francophone, Genève, Lausanne, Bâle et aussi Zurich. Donc ces gens-là étaient invités régulièrement sur les événements que j'organisais. Moi, je faisais l'interface avec ma collègue au marketing à Genève, qui me disait, bah, tiens, il y a Pierre-Paul Jacques qui vont venir, je ne sais pas, au concert que tu organises à telle date. Elle, quand elle organisait des choses à Paris, sur la Côte d'Azur ou ailleurs, elle me disait, est-ce que toi, tu as des chargés d'affaires qui viennent venir? Et moi, j'ai toujours travaillé comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'était vendre l'image de la banque, mais sans savoir du tout ce qui se passait derrière au niveau du business, donc au niveau des comptes qui étaient ouverts, où ils étaient ouverts, par qui ils étaient ouverts, et puis surtout, si c'était légal ou pas. Moi, j'ai jamais eu, puisque j'étais jamais là. Et donc, en 2008, quand on me demande de détruire mes fichiers, moi, je ne comprends pas du tout pourquoi. J'ai dit des centaines de fois aux journalistes qui m'interviewaient, mais c'est comme si vous, en tant que journaliste, votre rédac-chef rentrait un jour dans votre bureau pour vous demander de détruire tous les articles de presse que vous avez écrits depuis que vous êtes journaliste. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc moi, c'était justement juste avant l'été 2008, donc avec tout ce contexte international délirant et le procès américain de Bradley Birkenfeld, avec Bradley Birkenfeld qui était allé dire que son métier, c'était d'aider les riches américains à frauder le fisc. Je ne détruis pas ces données parce que, un, j'étais occupée, voilà. Deux, parce que je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je détruise des données. Et puis trois, parce que je ne m'entendais pas du tout avec cette nouvelle supérieure hiérarchique qui venait d'arriver. Et puis au fur et à mesure des semaines, il y a des banquiers qui, eux, étaient virés de la banque, et notamment des patrons de région, qui se sont rapprochés de moi et qui m'ont expliqué la problématique, qu'en fait mon métier a aidé à mettre en relation des Français avec des chargés d'affaires suisses. Et moi, je ne voyais pas le problème. Je dis, oui, je suis là depuis 10 ans, c'est mon métier. Mais non, Stéphanie, parce que, en fait, ton métier aide à leur faire ouvrir des comptes en Suisse. Et puis pareil, je dis, mais je ne vois pas où est le problème, puisque nous, on réfère aux autorités de contrôle français, et tada. Et là, ils m'ont dit, non, mais attends, il faut qu'on t'explique. Tout ça, c'est une grande supercherie, parce que plus de 95% des comptes qui sont ouverts en Suisse sont des comptes non déclarés. Et là, vous dites, mais enfin, c'est pas possible. Il y a 150 types, 150 banquiers qui sont en permanence en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans la capitale française, qui passent la frontière régulièrement. C'est juste pas possible que les types fassent des choses qui sont illégales. Et donc, en fait, on me dit que moi, j'organise ça. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que j'ai pris sur la tête, c'est-à-dire de me dire, mais comment je peux être au milieu d'un truc que je ne connais pas. C'est un peu comme si vous étiez marié à quelqu'un et d'un coup, vous appreniez que c'est un tueur en série ou un violeur d'enfants. C'est-à-dire, vous vous dites, mais c'est pour ça que la première personne à qui j'en ai voulu et à qui j'en veux toujours, c'est moi. De ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris. Et puis, me dire après, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires de direction juridique, de déontologue, etc. Ces gens-là ne pouvaient pas ignorer mon métier. Donc, pourquoi est-ce que je n'ai pas eu de formation par rapport, justement. Moi, je n'ai jamais entendu ce mot évasion fiscale, je n'ai jamais entendu ce mot fraude fiscale, je n'ai jamais entendu ce terme optimisation fiscale. Il y avait un département d'ingénierie patrimoniale, mais à part ça, moi, je n'ai jamais entendu, comme je n'étais jamais à la banque. Donc, c'est enchaîné 3 ans et demi d'un véritable enfer. J'en ai écrit un bouquin qui s'appelle « La femme qui en savait vraiment trop », qui explique donc cette histoire de destruction de données. Parce que suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça dure quand même plusieurs semaines, plus ces banquiers qui m'expliquent ce qui se passe dans la banque, et que mon métier aide à ce que des gens français fraudent le fisc. Moi, j'ai commencé à pas aller bien du tout. C'est-à-dire, j'en ai fait une dépression au début 2009, avec beaucoup d'arrêts maladie, moi qui n'avais jamais eu de problème de santé quelconque. Et comme j'étais une élue du personnel, j'étais ce qui s'appelle secrétaire du CHSCT, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auquel vous parlez de la propreté des toilettes, entre autres, mais il y a plein de sujets, le harcèlement, ça en fait partie. Donc moi, en réunion de CHSCT, comme j'en étais la secrétaire, j'ai posé des questions sur la finalité de ces demandes de destruction de documents, sur le turnover dans la banque,
sur la problématique avec les Suisses en France. Et tout ce qui fait que cette affaire UBS est devenue une vraie bombe. Et puis, je me suis dit fin 2008, mais comme je voyais bien que la problématique était énorme, la seule chose que j'ai su faire, c'est aller à l'inspection du travail, rue Taitbout, à Paris, dans le 8e, où j'ai raconté tout ce que j'ai raconté dans mon premier livre et mon deuxième livre, c'est-à-dire le choc que je venais d'avoir en tant que collaborateur, de comprendre que je suis au centre d'un truc dont je n'avais pas perçu le prisme. Et puis, en fait, je l'ai compris en l'expliquant, c'est-à-dire que dans les banques, justement, cette culture du silence, le monde des poissons, ça veut dire qu'en fait, tout le monde est dans des compartiments différents. Vous ne savez pas ce que fait votre voisin d'à côté, vous ne savez pas ce que fait le type qui travaille en face de vous. Ça veut dire qu'en fait, vous faites tous votre boulot à 500 ou 1000% de votre temps, parce que les banques, enfin moi je sais que je travaillais 70 à 80 heures par semaine avec des déplacements dans tous les sens. Je connaissais mieux les aéroports, les gares et les chambres d'hôtel que je ne voyais mes enfants. Vous voyez, une espèce de dévouement comme ça, travailler avec passion et travailler à vendre une marque. Vous prenez un truc sur la figure, vous vous dites mais c'est juste pas possible. Et donc, bah oui, les banques sont tellement compartimentées que du coup, je suis désolée, il y a un petit peu de bruit dessus, que du coup, malheureusement, il n'y a que la direction de la banque qui connaît l'ensemble des problématiques. Donc, c'est pour ça que moi, je suis allée voir le directeur général, celui qui avait été perquisitionné, le président, la DRH, mes N+2, 3, 4, le directeur juridique, qui m'ont tous dit la même chose. Mais Stéphanie, tu es un peu fatiguée, tu n'es pas un banquier, on voit bien que tu n'es plus très efficace à ton poste, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de toi. Pas des choses d'une violence inouïe. Mais vous voyez ce que j'ai vécu moi il y a 12 ans, c'est ce que vivent la majorité des cadres aujourd'hui, et enfin des cadres et des employés, c'est-à-dire que cette violence au travail, elle s'est généralisée, il n'y a pas que dans les banques, partout vous voyez cette espèce de culture du harcèlement pour pousser les gens à démissionner. Et vous vous dites, mais comment une entreprise peut, vous avez vu l'affaire Orange France Télécom, on pousse les gens à se suicider sur leur lieu de travail. Mais on est en France, le pays des droits de l'homme, on en parlait tout à l'heure justement. Vous voyez bien que tout ça, c'est une véritable culture du mensonge. Moi, j'ai appelé ça comme ça. Donc, pour résumer, en juin 2008, on me demande de détruire ces données, je ne le fais pas. On me demande après de détruire mes archives, je ne le fais pas. À la rentrée de septembre-octobre, je rencontre des banquiers qui me racontent que mon métier est là pour finalement aider à l'évasion fiscale. Et je dis, mais c'est pas possible. Pour tordre le cou à un argument qui dit oui, mais bon, c'est normal, en France, il y a l'ISF, on paye tellement d'impôts, etc. C'est normal que les gens s'enfuient. Non, on parle là d'un système mondial où, quel que soit le taux d'imposition, quel que soit le pays, il y a une caste d'oligarques, alors multimillionnaires, milliardaires, qui trichent qui ont déjà des dizaines de millions d'euros et qui trichent pour en avoir des dizaines de millions de plus, quel que soit le pays où ils habitent. Donc, c'est pas France, machin, impôts, ISF et compagnie. C'est juste pour faire une parenthèse là-dessus, c'est-à-dire partout sur Terre, il y a de l'évasion fiscale, qu'on soit chinois, russe, américain. Voilà. Ce que m'ont dit les banquiers à l'époque, vous voyez, c'est en 2008, donc on est 13 ans en arrière, c'est qu'en fait, toutes les banques déconnent, excusez-moi l'expression, mais que UBS est la banque qui a institutionnalisé ces banques, c'est-à-dire qui en a fait un… Comment ils appelaient ça? Ils avaient une expression particulière qui a organisé ça de manière sismique, systémique. Et là, vous vous dites, mais en fait, je travaille pour le diable et je ne le sais pas. Enfin, moi, ça a été un choc à titre personnel, et je m'en remets d'ailleurs toujours pas 13 ans après, de me dire, mais comment avec justement, c'est ça là ce qu'on appelle sur les plateaux télé la délinquance en col blanc, les ravages que ça fait. Qui plus est, rien que le système légal favorise déjà cette caste. Enfin, je me rappellerai toujours de Warren Buffett qui dit « Oh, c'est injuste, mon taux d'imposition au final est moindre que ma secrétaire. » Bon, c'est normal, quand on est à ce niveau de fortune, on a aussi une armée d'avocats, de banquiers, etc., qui rien que légalement déjà permettent de trouver toutes les failles ou tous les moyens légaux de payer le moins d'impôts possible.
Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire, en plus de ça, il y a des voies illégales pour en payer encore moins. Donc, je pense que d'ailleurs, les chiffres sont importants sur l'évasion fiscale. On parle d'une grosse masse, une grosse partie de l'économie mondiale. Là, je n'ai pas devant les yeux, mais ça pèse vraiment sur, du coup, ce que payent pas ces gens-là, c'est les classes moyennes, les moins moyennes et moyennes supérieures qui doivent compenser pour payer le service public. Donc, on ne parle pas juste de quelques milliards par-ci par-là. C'est un système mondial qui permet à ce qu'une grosse partie de la richesse mondiale échappe totalement à l'impôt de manière en partie légale, mais peut-être pas légitime, et en partie aussi de manière illégale. Mais c'est là où il y a tout un mensonge en bande organisée, c'est-à-dire que les mensonges ne viennent pas que des banques. Moi, quand je disais la culture du mensonge en parlant d'UBS, mais au niveau politique, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, en France, les spécialistes s'accordent à dire que c'est 80 à 100 milliards qui échapperaient au fisc tous les ans. Pour l'Europe, ce serait 1000 milliards par an. Donc l'Europe, les 27, ce serait 1000 milliards par an. Et étonnamment, oui, c'est intéressant, c'est-à-dire que cette Europe, vous savez la dessiner comme moi, au milieu de cette Europe, vous avez un pays qui s'appelle la Suisse qui ne fait pas partie, qui fait partie de l'Europe, mais qui ne fait pas partie de l'Union européenne, et qui finalement a chassé, et moi c'est ce que j'ai été capable d'expliquer à Bercy, mais c'est ce que j'ai été capable d'expliquer aux autres pays que j'ai rencontrés, avec qui j'ai travaillé, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en France, mais ça s'est passé partout en Europe et partout dans le monde. La preuve, c'est que j'avais des collègues, puisque moi j'avais des meetings réguliers à Zurich avec des filles de marketing comme moi, qui étaient dans des pays étrangers, et on faisait, vous savez, les fameux jeux de toutes les grandes multinationales, de ce qui s'appelle les best practices, c'est-à-dire une fille qui fait un truc, j'en sais rien moi, à Berlin, une fille qui fait un truc à Madrid, ou une fille qui fait un truc, on peut peut-être le dupliquer, on peut peut-être prendre les idées des autres en local pour essayer de voir comment on peut les développer chez nous. Par exemple, nous, en France, on peut faire des dégustations de vin parce que le vin, ça fait partie de notre patrimoine, Et puis, en Espagne, on va aller faire un truc autour de chanteurs d'opéra. Tiens, je pense à un truc particulier, par exemple. Et qu'en fait, c'est bien pour ça qu'on avait les mêmes manuels vous savez, UBS étant une banque très organisée, avec des process et des processus très compliqués. On avait les mêmes en France qu'aux États-Unis, où vous voulez, ou en Asie, ou ailleurs. Donc, bien évidemment, ce qui s'est passé en France, qui est d'une gravité inouïe, ça s'est passé partout sur la planète. Alors, ce qu'on pourrait se dire aussi, parce que les gens qui nous écoutent ne savent peut-être pas tout ça, c'est qu'UBS, par exemple, n'a jamais été condamné. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Eh bien, en fait, aux États-Unis, quand l'affaire Birkenfeld arrive, donc avec ce collègue américain qui s'en va de se dénoncer auprès des autorités américaines pour expliquer que le métier qu'il a de banquier, c'est de faire échapper le fisc aux plus riches clients américains, UBS négocie son amende. C'est-à-dire qu'elle ne va pas au procès, et elle paye 780 millions de dollars et quelques millions de dollars en plus. En Allemagne, UBS a payé 300 millions d'euros, où pareil, c'est une négociation, c'est ce qu'on appelle un agreement, un accord. Et dans d'autres pays du monde aussi. Et un jour, je rencontre quelqu'un qui travaille en Suisse, il y a quelques années, et qui me dit, mais tu sais pourquoi il négocie les amendes? C'est parce que ça permet dans la communication de dire, nous sommes une banque propre, nous n'avons jamais été condamnés. Et ça, vous voyez, c'est un truc, moi, qui ne m'était jamais passé à l'esprit. Donc, le procès en France, pourquoi est-ce qu'il est d'une importance capitale? C'est parce que c'est la première fois que la banque est condamnée. Donc, elle a été condamnée à 4,5 milliards d'euros pour démarchage bancaire illicite sur le territoire français et évasion fiscale, blanchiment de capitaux qui en découlent. Il faut le mettre au conditionnel ou pas, parce qu'il y a l'appel, donc quand on est en appel et qu'on n'a pas encore le jugement, donc ça veut dire qu'on est toujours, comment on appelle ça en France, est-ce qu'on a ces lois en France qui sont terribles, qui finalement, avec la présomption d'innocence, font que tant qu'on n'est pas condamné, on est toujours innocent, qui pourrit d'ailleurs tout le système. Mais ça, c'est une autre histoire, il faudrait que vous fassiez un jour une émission sur la justice. Le fonctionnement de la justice en France. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, il y a une justice accusatoire. Vous l'avez vu sur le cas Strauss-Kahn, par exemple, ou sur le cas UBS.
ça a pris 1 an pour gérer le dossier UBS aux États-Unis. Ici, moi, vous voyez, j'y suis depuis 2008. Ouais. Hein. Au bout de Ouais. 13 ans, on est en train de juger des faits qui se sont passés entre 2000, 2002 et 2006, 2008. Ouais. Parce qu'on a une justice qui n'a pas les moyens, parce qu'on a une justice qui est lente, mais en fait, c'est aussi parce qu'on a une justice qui est, en France, qui est basée sur la présomption d'innocence. Ouais. Imaginez pour des gens comme moi ce que ça représente comme année de boulot d'aller se battre contre des mastodontes comme ça. C'est insupportable. On fait des petits allers-retours dans le temps et c'est très bien. Si on revient au moment où, alors effectivement, vous commencez à en parler en interne, vous dites tout ça est quand même louche, qu'est-ce qu'on fait? On vous fait gentiment comprendre en gros que vaut mieux pas aller plus loin. À quel moment vous décidez concrètement en fait, de lancer l'alerte en vous tournant vers l'extérieur et comment vous vous y êtes prise? Alors moi, justement, c'est pas ce que j'ai fait. C'est-à-dire que les alertes, je les ai faites en interne auprès Ouais. de mes dirigeants, et puis je les ai aussi fait parce que j'étais une élue du personnel, donc dans ces réunions où j'apprends par l'inspection du travail que je rencontre que ce n'est pas comme au CE, donc comme au comité d'entreprise où il doit y avoir la signature du président sur les PV, les procès-verbaux. Elle me dit, c'est inspectrice du travail, qu'en fait, en CHSCT, il faut uniquement, je suis en tant que secrétaire responsable de la prise de notes, responsable de la rédaction et responsable de l'envoi. Alors l'envoi, ça veut dire quoi? Un mail avec le procès verbal à tous les collaborateurs de la banque. Vous imaginez? Alors, vu que l'UBS n'était absolument pas d'accord sur le contenu des procès-verbaux, moi, ça m'a valu d'ailleurs d'aller au tribunal en étant une des collaboratrices de la banque en 2010, où j'étais traînée en diffamation par UBS. Enfin, ça a été... Ouais. Oh, il y a ma chienne qui commence à faire du bruit. Je suis désolée. Non, j'entends pas, hein. Ne vous inquiétez pas. Non, mais elle va commencer. Je la vois parce qu'elle commence à s'énerver. Là, il y en a un peu marre. Viens me voir. Viens. Et du coup, je vais vers cette inspectrice du travail qui me dit, au bout de 6 mois, c'est-à-dire que je la voyais à peu près toutes les semaines ou régulièrement, qui me dit, Madame Gibaud, ce que vous me dites est tellement grave. Moi, je suis ici pour gérer des problèmes sociaux. Ce que vous me racontez a une dimension sociale. Donc, il va peut-être falloir couper 2 secondes, que je m'occupe d'elle. Je vais lui donner un truc. Donc, je rencontre cette inspectrice du travail pendant des mois, enfin, je la vois régulièrement, et à l'été 2009, donc pratiquement 6 mois après, elle me dit, Madame Gibaud, moi, je suis là pour gérer des problèmes sociaux. Ce que vous me racontez a une dimension sociale parce que vous êtes une élue du personnel. Et vous savez, en termes techniques, ça s'appelle entrave à la mission d'élu, de pouvoir faire des enquêtes à l'intérieur des entreprises. C'est d'ailleurs pour ça que les gens sont élus dans les entreprises. Ils ne sont pas là que pour discuter du montant des tickets restaurants ou de la fête de l'arbre de Noël. Il y a quand même des thématiques qui sont justement cruciales pour les collaborateurs. Et justement, en CHSCT, c'est tous ces problèmes de harcèlement notamment. Donc, elle me dit, vous allez déposer une plainte pour le harcèlement que vous subissez à titre personnel en tant que responsable marketing et communication, pour entrave à votre mission d'élu et pour le fait que j'ai été dégradée. Dégradée, c'est quoi? C'est l'inverse d'une promotion. Promu, moi, je suis devenue en 2009 responsable des hôtesses au 3e étage de la banque, c'est-à-dire que je n'ai plus d'assistante, j'avais plus de stagiaires et puis je me promenais plus. Alors que mon métier, c'était un métier de représentation. Je me suis retrouvée assignée à résidence, à mon bureau, à gérer de l'administratif tout le temps. Et puis aussi, donc ça c'est la partie sociale, et elle me dit, dans votre plainte, vous allez aussi parler de tout ce que vous m'expliquez, donc destruction de preuves. Effectivement, destruction de preuves, c'est du pénal. Et puis, tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, donc démarchage illicite des banquiers suisses sur le territoire français, évasion fiscale et blanchiment de capitaux. Vous avez quand même trouvé une oreille attentive en interne, pour vous sentir moins seul aussi et pour vous montrer la voie sur quoi faire, parce que sinon on peut rapidement se sentir perdu et écrasé. Si vous n'aviez pas cette interlocutrice, ça aurait été très très dur. Vous savez, moi j'en ai fait une dépression quand même de cette histoire. Et puis à partir de 2009, parce qu'il se passe un autre truc, vous savez, c'est les poupées russes. Il faudrait lire mon livre parce que c'est en 1 heure, on n'aura pas le temps de tout expliquer. C'est-à-dire qu'au même moment où elle me demande de porter plainte contre la banque, avec tout ce que je viens de vous dire, moi je lui réponds, attendez, je suis une maman qui élève toute seule mes 2 enfants. Si je dépose une plainte contre cette banque qui est une des plus puissantes au monde, qu'est-ce qui va m'arriver? Et la réponse a été, Madame Gibaud, nous sommes là pour vous protéger.
Bon, alors, si vous voulez, moi, j'étais en dépression, j'étais au fond du trou, j'étais complètement stressée en me disant, mais peut-être la police va venir me chercher et puis je vais partir avec les menottes devant mes enfants, je vais aller en prison parce que ça fait 10 ans que je travaille pour ces gens. Enfin, j'étais en état de terreur. Mais comme beaucoup de collaborateurs, hein, quand on parle de la violence au travail, c'est un véritable sujet, c'est un véritable fléau. Parce qu'effectivement, on se rend compte depuis que des dérives, et notamment les dérives des multinationales et des banques, c'est rien de le dire, quoi, hein. Ça fait vraiment partie de l'ADN du monde dans lequel on est, de la fraude en bande organisée qui est pour un petit nombre qui joue contre. Voilà, il y a des mots dont on n'entend jamais, qu'on n'entend jamais prononcer, que ce soit l'éthique, que ce soit l'intégrité, que ce soit la transparence, et que pourtant, une entreprise où les choses se passent bien, c'est quand même pour le bien-être de tout le monde. La direction, les employés, les partenaires de l'entreprise, les clients de l'entreprise. Parce que là, ça bénéficie à qui des choses comme ça? Vous voyez bien, en termes d'image, pour UBS, c'est une catastrophe. Pour les clients, il y a beaucoup de clients qui sont quand même partis. Pour les employés, c'est des employés en stress et en dépression. Il n'y a pas que moi. Hein. Moi, je peux parler de mon cas, mais j'en connais plein d'autres. Et puis derrière, les partenaires, vous imaginez quand justement vous êtes partenaire d'une entreprise comme ça, moi qui m'occupais d'événementiel et donc de ce qui s'appelle de co-branding avec des maisons de champagne, avec des maisons d'automobiles de luxe, et vous imaginez pour ces gens-là d'être mariés à UBS, mais c'est une catastrophe. Et puis derrière, il y a des plans de licenciement, derrière on ferme des bureaux. Justement, on voyait là qu'UBS fermait encore des filiales, pas des filiales, des succursales en Suisse. Donc la Suisse, c'est quand même le pays d'UBS et là où elle est implantée, la banque depuis plus de 100 ans, qui est le plus grand employeur suisse. En Suisse, tout le monde a ses comptes chez UBS parce que c'est aussi une banque de réseau. Ça correspond à ce que la banque postale peut être chez nous ou n'importe quel autre, quel manque de réseau. Les Suisses sont très attachés à UBS. Donc d'entendre tous ces scandales pour eux, ça a été aussi très choquant parce que la banque a eu tellement d'amendes à payer entre l'affaire, tout ce que je vous ai raconté depuis tout à l'heure, qu'en fait les contribuables suisses continuent à payer des impôts énormes et UBS en Suisse ne paye plus d'impôts depuis des années. Mais le mensonge qu'on vit nous en France, c'est la même chose que ce qui est vécu partout dans le monde. C'est-à-dire que comme la finance est au cœur de la problématique, où les banques, on le voit bien, ont tous les droits, et les dirigeants des banques aussi, hein, on n'a pas encore de dirigeants de banque en prison. Les seuls qui étaient capables de faire ça sont les Islandais. Alors on a beau nous dire, oui, l'Islande, c'est 300 000 personnes, en gros c'est des Vikings, les mecs n'ont pas du tout les mêmes. Mais n'empêche qu'eux, ils ont été capables de le faire avec la crise de 2008. Ils ont été capables de mettre leurs banquiers en prison. Ils ont été capables de limoger le gouvernement. Nous, on laisse faire. On laisse perdurer. Et moi, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'on est sur, en gros, l'équivalent du Titanic, vous voyez, qui flotte, 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 en coulant petit à petit. Puis à un moment donné, vous vous souvenez de l'image du Titanic avec la coque comme ça craque et tout part. Et en fait, la vraie question, c'est est-ce que ça va craquer, on va tous couler en même temps, ou est-ce que ça peut encore durer comme ça? J'ai pas toutes les réponses j'ai pas toutes les réponses. C'est très dur à savoir. Alors, tout d'abord, on va partager en lien un certain nombre d'articles quand même que vous avez écrits déjà pour aussi détailler votre expérience, mais aussi beaucoup d'autres scandales financiers autres que celui d'UBS où vous n'aviez pas à les faire savoir, mais vous faites quand même un recueil assez complet de Football Leaks, LuxLeaks, plein d'autres leaks, le scandale du Libor avec la manipulation de taux, encore une fois, des taux, oui, en bande organisée. Donc tout ça est assez documenté. Et à nouveau, c'est la phase plutôt émergée de l'iceberg. Effectivement, alors, il y a une des grandes dérives qui est effectivement l'évasion fiscale. Bon, on en a pas mal parlé. De quelles autres dérives un peu massifiées est-ce qu'on pourrait parler là maintenant? On pourra en parler plus tard, mais je suis particulièrement sensible à la mainmise croissante du monde financier sur les ressources naturelles. Donc, les terres arables sont de plus en plus devenues le placement du financier un peu inquiet qui cherche aussi des endroits où mettre son argent avec
savent plus où placer la planche à billets qui tourne. Il faut bien trouver des endroits. En plus, les subventions de la PAC permettent d'entretenir un minimum la valeur des terres agricoles, donc c'est un placement relativement sûr pour des financiers qui cherchent aussi de plus en plus à placer de l'argent sur du tangible, je pense, parce qu'il y a la bourse, tout ça, donc bon, au bout d'un moment, il y a un risque de bulle. D'ailleurs, on voit là la bourse qui décolle à mesure que l'économie réelle tangue, voire s'effondre. Donc, Ah bah, elle est complètement déconnectée de l'économie réelle. Ça, c'est clair qu'on voit depuis le début du Covid. Il y a une baisse il y a juste un an, mais après, ça a décollé et qu'on voit bien que c'est complètement décorrélé de ce que les gens vivent au quotidien. Oui. On peut imaginer au bout d'un moment, est-ce que ce sera rattrapé par la réalité? Parce qu'à un moment, il faut quand même qu'il y ait une connexion entre les dividendes qu'une entreprise est en mesure de verser et l'argent qu'ils ont placé dans l'entreprise, c'est-à-dire la valeur boursière. Mais bon, peut-être qu'aussi, on est capable de prolonger le déni à un moment. Mais du coup, il y a aussi une recherche de placer son argent de plus en plus dans du tangible, du réel, donc les terres agricoles, sachant. Mais l'étude du Land Coalition qui fait état du fait que 70% des terres arables sont entre les mains de 1% de propriétaires. Bon, dedans, il y a Bill Gates, il y a la reine d'Angleterre, il y a des individus, mais il y a aussi il y a aussi une mainmise croissante sur les denrées alimentaires, l'eau. Donc, si vous voulez revenir là-dessus, sur aussi cette dérive-là qui est la financiarisation de tout, la financiarisation de la vie, peut-être un jour l'eau, l'air. Désolée, machine qui fait du bruit. Ici. Ben, en fait, on est dans un monde où tout est achetable. Où tout est. En fait, c'est une question de marché. Il y a une offre et une demande. Donc, en fait, justement, on l'a vu avec l'eau, par exemple au Mexique, où des boîtes comme Coca-Cola sont propriétaires de sources et qu'en fait, les Mexicains eux-mêmes n'ont pas accès à l'eau et que le Coca-Cola est plus cher, est moins cher, pardon, que l'eau. Donc, en fait, ça explique l'obésité des populations. Et puis, vous imaginez, entre les problèmes d'hygiène et le reste, l'eau doit être une denrée accessible à tous, quel que soit l'endroit où les gens vivent. En Californie, où il y a eu tous ces feux l'année dernière, l'eau est devenue rare et il y a eu des vraies problématiques. Eh bien, l'eau est devenue cotée sur le marché, sur le marché, c'est-à-dire à Wall Street. Et que disent les spécialistes? Eh bien, que l'eau va coûter de plus en plus cher parce qu'elle va être de plus en plus rare. Donc, en le gros, changement climatique, voilà, les sécheresses de plus en plus fréquentes et de plus en plus amples, donc les financiers affolent la guêpe, ils ont flairé l'opportunité aussi. Quoi. Voilà, donc on demande aux gens de se positionner, on demande aux investisseurs d'y aller parce qu'effectivement, il y a des gros revenus derrière. Alors, on est sur vraiment des questions essentielles parce que juste avant de préparer cette émission, je vous parlais de Jean Ziegler en Suisse, qui est un monsieur, un universitaire, un économiste, qui explique justement que le problème de des denrées alimentaires, alors lui, il parlait surtout du riz, du café, etc. Mais vous voyez bien que l'eau est en train de suivre. Et je vous disais, peut-être demain matin, ce sera l'air qu'on respire, qu'on devra payer. Certains auront l'accès à l'eau, à l'air et à tous les biens qui font partie de l'humanité, de la Terre, et d'autres n'y auront pas. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que là-dessus, il devrait y avoir des demandes et des contrôles des politiques et des citoyens par rapport à ce qui peut être coté en bourse. C'est quand même fou, justement, que depuis cette crise de 2008, où on voit quand même qu'on est dans un gouffre qui est mondialiste, bien évidemment, où toutes les marchandises sont échangeables, mais aussi tout le reste. Il n'y a pas que des marchandises, il n'y a pas que des biens de consommation, il y a aussi tout ce qui fait la vie. Et là, je pense qu'on est en train de toucher des problématiques qui vont derrière soit arriver à la fin du monde, soit qui vont permettre, notamment aux générations qui ont 20 ans, là, de se dire, mais c'est fini, nous, on ne veut plus d'un monde comme ça. Alors, comment est-ce que ça va s'orchestrer? Moi, j'en sais rien. Il est très possible qu'il y ait un monde qui se développe de côté. Pardon. Il est très possible qu'il y ait un monde qui se développe de côté avec plus en plus de gens. Vous voulez reprendre un moment pour aller subvenir à ses besoins? Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un. J'arrive tout de suite.
La voie de sortie, c'est une véritable question. Je ne peux pas être la seule à y répondre parce qu'il y a tellement de problématiques. Je pense que l'une les choses les plus importantes, c'est la prise de conscience. Plus de personnes au monde, puisqu'on est dans un monde globalisé, hein, plus de personnes au monde seront informées, et plus il sera facile de faire évoluer les mentalités. Alors, soit on a un crack où on n'a plus d'économie, plus de finances, et on arrive là dans c'est Mad Max, hein. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec celui qui a le plus d'armes, qui est capable de manger finalement, ou celui qui est le plus fort, qui est capable de manger, qui peut arriver, enfin, ce serait un drame absolu, c'est clair. Ou alors, il peut y avoir, grâce à cette prise de conscience, plus de gens qui vont vers un autre type de modèle, qui se disent, moi maintenant, je veux plus de ça. Et ça, on le voit notamment avec la génération des 20 ans, hein, qui se retrouvent avec un bac plus 3, 4, 5, donc avec des gens quand même assez informés, assez cultivés, qui disent, moi, je ne veux pas. J'ai eu quelqu'un l'autre jour qui me disait, ma fille vient d'être diplômée d'une grande école, elle ne veut pas aller dans l'industrie bancaire, elle ne veut pas aller dans l'industrie du pétrole, elle ne veut pas aller dans une GAFA. Et alors, il me disait, mais finalement, elle a galéré un peu, et elle est rentrée dans une association. Bon. Et qu'en fait, je pensais que c'était un cas isolé, et ce ne sont plus des cas isolés. Et c'est ça qui est très bien, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait plus des cas isolés dans cette génération qui a 20 ans, comme vous le savez, toutes les grandes écoles, maintenant, elles ont des élèves qui viennent de partout dans le monde. Moi, je suis intervenue plusieurs fois à HEC, je crois qu'ils ont pratiquement 80 nationalités, enfin, c'est complètement fou, des futurs managers. Des entreprises. Donc, ce qu'ils appellent sustainability est en train de prendre une vraie place, où effectivement, si on est capable de laisser la parole à des gens comme moi auprès des jeunes, enfin des jeunes qui ont 25 ans, ça veut dire que justement, on a mis le doigt sur ce qui doit s'arrêter. Alors, la finance fait partie, bien évidemment, des créateurs de problèmes, mais toutes les multinationales aussi, puisqu'elles sont cotées en bourse, on reparle à la même chose, parce qu'elles ont des systèmes qui sont aussi écrasants pour leurs lanceurs d'alerte, parce que le sujet est là aussi. On a bien vu, j'en parle dans la traque des lanceurs d'alerte qui était préfacée par Assange. Tout à l'heure, je vous parlais de Snowden sur l'histoire de la NSA, mais enfin, il y a quand même des lanceurs d'alerte dans toutes les industries. On peut penser à Yasmine Motarjemi chez Nestlé. Nestlé, c'est quand même la sécurité alimentaire qui, elle, était son métier, hein, responsable de la sécurité des aliments. Tiens, c'est marrant, quelque part, ça peut rejoindre Jean Ziegler, alors qu'on a l'impression que c'est complètement décorrélé. La sécurité de ce qu'on mange, ça touche à la vie quand même. Et qu'en fait, tous les lanceurs d'alerte disent la même chose, comme ça touche énormément d'argent. Les alertes sur lesquelles qui ont été portées, eh bien, c'est plus simple d'aller tuer la personne socialement, médiatiquement, en faisant courir des rumeurs, avec des procès qui n'en terminent pas. Et si vous les gagnez, de toute façon, vous n'avez pas de dommages et intérêts, avec un monde du travail qui tourne le dos à des gens qui sont à la fois honnêtes, intègres et passionnés de leur métier et qui connaissent leur métier. Yasmine Motarjemi, elle explique qu'elle a travaillé pendant des années très, très dures, et que Nestlé lui a couru après pendant des années. Elle lance l'alerte chez Nestlé en tant que directeur qualité, on la met dehors. Comme moi, c'est un copier-coller de mon histoire, mais tous les autres lanceurs d'alerte dans toutes les autres industries, c'est la même chose, qu'on parle de laboratoire bioéthique, qu'on parle en ce moment, on parle beaucoup des vaccins de l'industrie pharmaceutique, que l'on parle de l'énergie, de tout ce que vous voulez. C'est plus simple de discréditer, d'isoler les gens. Alors, ce qui peut se passer pour l'histoire de l'avenir, c'est que soit on a de plus en plus de lanceurs d'alerte, mais ça veut dire qu'on va avoir des gens avec plus de courage, plutôt que laisser porter la démocratie par 3 pingouins qui sont en prison ou qui se retrouvent dans des situations abracadabrantesques. Eh bien, tous les citoyens vont s'emparer de ces sujets. C'est peut-être un petit peu… Ils peuvent se tourner vers des associations aussi. Je pense à Anticorps, que vous devez connaître, sur lesquelles vous avez écrit. Il y a peut-être effectivement des associations pour venir leur donner le soutien nécessaire pour les démarches et puis pour les rassurer, pour leur montrer la voie.
Donc, pour se sentir moins seul aussi et moins écrasé. Oui, mais je pense que pour ça, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience. Et on repart à nouveau, il y a quelques personnes qui s'éveillent, et notamment on le voit chez les jeunes étudiants, etc. Et en même temps, je n'aime pas cette expression, mais et en même temps, on voit que finalement les masses de citoyens, celles qui vivent bien, donc c'est comme toute la classe moyenne, ont occulté toutes ces questions parce que c'est bien plus confortable de ne pas voir. Vous savez, c'est l'histoire des 3 petits singes. Hein. Moi, je l'ai vécu chez UBS. Où est-ce qu'ils sont, mes autres collègues UBS? Ils travaillent tous dans la banque, hein, où ils ont quitté UBS et ils travaillent dans toute la concurrence. Ils ne sont pas là en train de remettre en question le service financier, enfin le service bancaire, parce qu'ils ont une paye confortable à la fin du mois, ils partent en vacances, ils payent leur crédit maison, ils investissent, et puis voilà, ils ne veulent pas voir. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir, et c'est là le problème, c'est-à-dire que d'un côté, on a ce qu'on appelle des activistes en anglais, c'est-à-dire des militants, qui sont soit virulents, ou parfois même violents dans les manifestations, ça peut arriver. Et puis de l'autre côté, on a tous ceux qui dorment. Alors au milieu, eh ben, le système continue et perdure. C'est pour ça que c'est compliqué, hein, c'est de se dire combien de temps ça peut prendre, qu'est-ce qui va réveiller les gens? Qu'est-ce qui va réveiller les gens? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est des hackers qui peuvent arriver comme ça et qui font qu'en sorte des informations qui soient mises à la disposition de tout le monde? Est-ce que les citoyens vont commencer à se dire, mais tiens, les 44 000 comptes, parce qu'en fait, ce qui s'est passé suite à mon histoire, c'est qu'après avoir déposé ma plainte en 2009, comme me l'a demandé l'inspection du travail, j'ai été contactée par les douanes judiciaires en 2011, et pendant 1 an, c'est-à-dire jusqu'à l'été 2012, j'étais obligée de leur remettre des informations confidentielles qui appartenaient à UBS, donc sur ordre de fonctionnaires assermentés. Donc vous imaginez, en gros, Bercy m'a déguisée en agent de renseignement chez mon ancien employeur, chez qui je venais de lancer une alerte, qui me placardisait, harcelait, et dont j'étais ce qu'on appelle en état de faiblesse, hein, en dépression, qui a permis de faire condamner cette banque il y a 2 ans et qui permet l'appel. Pourquoi je vous disais ça? Du coup, j'ai perdu le fil. Je ne sais plus ce que je disais. Pour les lanceurs d'alerte, les recours qu'ils ont. Qu'est-ce que vous voulez quand vous voyez une histoire comme la mienne, alors que j'ai aidé l'État et que j'ai fait preuve justement de solidarité, que j'ai fait preuve d'exemplarité, que j'ai fait preuve de courage? La seule chose qu'on dise aux gens, c'est on agite l'épouvantail Stéphanie Gibault. Il n'y a personne qui a envie d'aller vivre un parcours comme le mien. Donc les gens, même s'ils vivent avec leur conscience, ils ont une vie confortable. Ils veulent Bien sûr. qu'ils ne voient pas. On leur met un masque sur les yeux. Et en même temps, on a développé la RSE dans toutes les entreprises, donc responsabilité sociale et environnementale, où on parle du lancement d'alerte, on a fait passer la loi Sapin, et que des gens comme moi ne sont pas écoutés, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, j'arrête pas de dire aux gens qui font de la RSE, tiens, mais faites-moi intervenir en entreprise, je vais vous parler de ce qu'on peut faire. J'ai des propositions aussi à faire, parce que quand on a une expérience comme la mienne, on est forcément crédible, une légitimité par rapport à ce sujet. Et bien étonnamment, les DRH, les déontologues, les directeurs juridiques ne veulent surtout pas entendre parler de vous. Et toutes les associations ou toutes les boîtes de com qui travaillent sur ces sujets-là, c'est la même chose. Des gens comme moi qui ont justement fait de la com et qui connaissent ce sujet par cœur, il faut les écarter. Et c'est là où on voit toute la subtilité et tous les moyens du système pour ne pas éveiller les gens. Parce qu'en entreprise, il y a justement tout intérêt à ce que, au lieu d'affronter des directions avec des employés, on fasse corps, on fasse groupe. Je l'avais expliqué, je ne sais plus où, dans une vidéo que j'ai faite. Moi, je suis née dans le Nord, donc Nord qui est la région de la sidérurgie, la région des mines, avec ce qu'on sait depuis les années 70-80 où tout a fermé, mais il y avait justement cet état d'esprit dans le Nord, c'est-à-dire que quand il y avait une équipe qui descendait dans un puits de mine, il n'y avait plus d'ingénieurs d'un côté, de galibots de l'autre et de mineurs, c'est que tout le monde était solidaire, parce que s'il y avait un coup de grisou, tout le monde y passait. Et malheureusement, c'est arrivé et que ça a fait des morts par centaines ou par milliers. C'est des métiers très durs. Aujourd'hui, en entreprise, exactement comme partout, on a divisé les gens. Il n'y a plus de cohésion. Et ce manque de cohésion, ça fait que justement, il ne peut plus y avoir de réflexion collective.
à l'heure justement de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, on peut se demander où est l'intelligence individuelle et l'intelligence collective. Comment est-ce qu'on fait pour avancer ensemble, justement pour un monde avec plus d'éthique? Mon discours, il est là-dessus. C'est-à-dire que si UBS avait écouté mes alertes en interne et qu'au lieu de me harceler, au lieu de me placardiser, au lieu de faire passer le mot dans la banque que j'étais un peu cinglée et que j'étais fatiguée et que je n'étais pas à la hauteur de mon métier, s'ils avaient pris en considération le fait que ma supérieure hiérarchique me fasse détruire mes données qui étaient mes 10 ans d'archives, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient dû dire, mais on va écouter ce que nous dit cette femme, on va virer l'autre qu'est-ce que c'est que cette histoire de détruire des données? On aurait consulté immédiatement la déontologue et je ne sais qui, de dire mais qu'est-ce qu'on peut risquer? Non, en fait, ce n'est pas intelligent du tout. Vous voyez bien, c'est en gros courage, fuyons. Il vaut mieux assassiner quelqu'un, hein, parce que quand on l'assassine psychologiquement, financièrement, à tous les niveaux, c'est comme si on vous assassinait avec un couteau. Hein, c'est la même chose. C'est plus simple de discréditer qu'aller trouver des solutions. Et ce qui va certainement changer, c'est que justement, à la fois la génération Y et Z, à la fois les militants, à la fois les lanceurs d'alerte, à la fois les médias indépendants, c'est-à-dire tous ceux qu'aux États-Unis on appelle les digital soldiers, vous savez, les citoyens journalistes. C'est ça qui est en train de changer, c'est-à-dire que les gens sont en train de quitter les chaînes mainstream pour aller sur le web. Alors, c'est vrai, pour le meilleur et pour le pire aussi, mais bon, bref, en l'occurrence, on y trouve effectivement du contenu pertinent qu'on ne trouvera jamais dans les médias mainstream pour être intéressé par les sujets écologiques, c'est quelque chose. Ça permet, par exemple, notre échange d'aujourd'hui. Ça permet notre échange d'aujourd'hui. S'il n'y avait pas le web, on ne pourrait pas le faire. Peut-être, est-ce que, comme autre voie de sortie, on peut naïvement aussi espérer qu'une banque comme UBS ait retenu la leçon? Tout à l'heure, vous évoquiez, et on va peut-être aussi conclure là-dessus, mais vous évoquiez que finalement, tout ça, c'est un retour de bâton assez violent. Ils perdent des clients, les impacts sur leur image sont désastreux. Au final, est-ce qu'ils auront vraiment gagné au change? Donc, est-ce qu'en quelque sorte, ils pourraient retenir la leçon et aller vers effectivement une démarche plus intelligente, plus déontologique? Ou est-ce que vous y croyez moins? Enfin, que pensez-vous que seront les suites d'une affaire comme celle-là? Pas seulement pour UBS, mais ça peut être n'importe quelle banque qui demain se retrouve dans une même situation de retour de bâton? Ça, c'est stratégique. Et c'est justement très intéressant parce que c'est stratégique au niveau de notre pays et au niveau de ce qui peut se passer en coulisses et ailleurs. Moi, je disais tout à l'heure, mes informations, elles ont servi à la France pendant plus d'une année. La France qui m'a laissé tomber, puisque donc j'étais obligée d'attaquer l'État qui me disait que je n'étais qu'un témoin utilisé dans un dossier. Ou est-ce que vous voyez qu'on utilise un témoin pendant plus d'une année pour retirer des informations confidentielles d'une banque étrangère? Enfin, ça n'a aucun sens. C'est là où on voit le niveau de corruption au plus haut niveau de l'État. Non, je ne vous parle pas d'UBS, je vous parle de l'État français, des fonctionnaires assermentés. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit UBS va être condamné en France et va être condamné ailleurs, puisque je vous disais que mes informations, elles ont aussi servi dans des pays à l'étranger. Soit il va y avoir une toute petite amende de rien du tout, parce que bon, c'est quand même un petit peu compliqué de ne pas condamner l'un, et puis on va essayer de passer sous les radars, sans reconnaître le travail que j'ai fait, et que là, la France risque de se retrouver ridiculisée. Alors pourquoi je vous disais c'est stratégique? Parce que le Brexit vient d'avoir lieu, comme vous le savez, et Londres, qui était la place financière européenne, finalement, c'est Paris qui la récupère, à la demande de M. Macron, où ça s'est passé en tout cas au moment où il a pris la présidence. Si Paris devient la place financière européenne et qu'elle veut montrer une image, justement, d'éthique, d'intégrité, de retravailler un nouveau modèle financier, là, elle en a la possibilité. Qu'est-ce que la France va faire? Vous voyez, on a parlé des droits de l'homme tout à l'heure, on a vu ce que la France est capable de faire. On voit qu'elle est capable d'abandonner les lanceurs d'alerte qui aident l'État, parce que, je vous fais une parenthèse, mais moi j'ai un cas très particulier. Il y a beaucoup de gens qui lancent des alertes, on a parlé de Nestlé tout à l'heure, mais il y a beaucoup de gens qui lancent des alertes. Ils lancent des alertes, ils les expliquent. C'est une chose, ils sont absolument... ils passent sous des rouleaux compresseurs comme moi. Moi, j'ai la particularité, et je crois que je suis la seule en France, mais je dois peut-être être la seule au monde, avoir été obligée de travailler pour l'État pendant plus d'1 an, alors que j'étais toujours chez mon employeur. Le truc ahurissant.
et que finalement, aujourd'hui, je ne sais plus si mon ennemi, c'est UBS ou si mon ennemi, c'est l'État français. Parce que l'État français, s'il était vraiment un État de droit et un État qui protège les lanceurs d'alerte et qui protège les aviseurs de ces services fiscaux, la France aurait dû me rétribuer à hauteur de mes informations et je ne serais pas à vivre un calvaire où je suis aux minima sociaux, vous imaginez ce que je vous dis, minima sociaux depuis juillet 2014. C'est-à-dire que là, je vais commencer ma 8e ou ma 7e année à 450 ou 500 euros par mois. Ouais. Ça veut dire que ça m'a viré de mon appartement, ça m'a viré de la garde de mes enfants, ça m'a viré de toute la vie possible et imaginable, puisque comme en même temps le marché de l'emploi est fermé, parce que c'est une histoire tellement importante qui tient tous les autres. N'oubliez pas que tous les clients d'UBS en France, ce sont les patrons des entreprises. Ce sont les grandes familles françaises qui sont à la tête des entreprises. Ouais. Donc, par définition, on ne va pas aller embaucher quelqu'un qui dénonce les privilèges, entre guillemets, que les gens pourraient avoir. Il n'y a pas un chasseur de tête, il n'y a pas un cabinet de recrutement, il n'y a pas une entreprise qui veut de quelqu'un comme Entre comme guillemets, moi. ça fait tâche sur un CV, même si c'est une belle tâche. Mais non, mais on peut imaginer que du côté de l'employeur, il soit réticent à ça, Ben, malheureusement. ça veut bien dire que l'éthique en entreprise, c'est du pipeau total, Bah oui. excusez-moi Ouais. l'expression. Ça veut bien dire que personne n'a envie justement que la France se redresse avec des véritables valeurs qui étaient les valeurs de notre République, de notre démocratie. Donc c'est pour ça que c'est un problème très important dont tous les citoyens doivent s'emparer. C'est un problème politique, bien évidemment, de quel type de monde on veut, quel type de monde on veut laisser aux générations futures, avec justement cette prédation financière à la fois sur les citoyens, mais comme vous le disiez aussi, sur les denrées alimentaires et sur l'eau, et peut-être sur l'air demain matin. On ne se pose pas les bonnes questions, c'est toujours la même chose, on va sur les conséquences, en faisant pleurer les gens et en leur faisant peur. Attention, au secours, on voit avec le virus, là en ce moment, attention, au secours, mais on ne va pas à la cause des causes. Donc les banques, effectivement, il y a cette histoire de mentir sur les taux de change avec les Libor. Alors c'est le Libor, mais il y a l'équivalent à Hong Kong qui s'appelle le IBOR, il y a eu l'équivalent, je ne sais pas quoi, qui s'appelle le Euribor, voilà. Bon. Le Ribor, etc. Il y a l'évasion fiscale en bande organisée. Il y a aussi le fait que les banques, il y a quand même des articles qui sortent là-dessus depuis 2008, qui expliquent qu'il y a des banques qui récupèrent beaucoup de cash. Alors, c'est peut-être un peu plus problématique en Europe qu'ailleurs, mais en tout cas, elles sont capables de récupérer beaucoup de cash des trafics de drogue, des trafics d'armes, des trafics, et qui réintègrent cet argent dans, alors, c'est du noircissement d'argent qui devient du dégrisement et qui après devient blanc. Donc, à partir du moment où les banques sont plus importantes que nos États, bah, il ne peut rien se passer. Enfin, il ne peut rien se passer comme changement. Ce qu'il faut, c'est aller vers des banques au niveau de la ville, au niveau du département, au niveau de la région, c'est-à-dire que ce soit des banques qui, d'un côté, prêtent de l'argent aux TPME pour qu'elles puissent investir et embaucher, et puis de l'autre, qui puissent gérer vos économies à vous en tant que particulier. C'est arrêter d'avoir ces mastodontes avec 300 000, 500 000 collaborateurs qui s'échangent des informations à la nanoseconde entre… On a oublié de mentionner, d'ailleurs, j'espère qu'il est clair qu'on n'est pas en train de condamner tous les banquiers, mettre tout le monde dans le même sac. Enfin, dire la finance est un métier noble. Qui sert aux gens, aux entrepreneurs à se financer, qui permet de financer un crédit immobilier et d'accéder à la propriété. C'est un métier qui existera de temps, qui est noble. Là, on dénonce pas seulement des dérives aussi, mais une excroissance de ce secteur qui croît, mais beaucoup plus vite que l'économie réelle qu'elle est supposée soutenir. Donc, à un moment, ça doit quand même faire tilt dans l'esprit. Est-ce que c'est normal qu'un secteur s'enrichisse autant avec des taux de croissance sans commune mesure avec la croissance de l'économie réelle? Ça, c'est un vrai sujet, au profit d'une minorité de plus en plus petite. Ce qui se passe, allez discuter avec votre propre banquier, c'est ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent, ou vous. Allez voir demain votre conseiller qui gère votre, je sais pas moi, votre PEA, votre CEL, votre compte, votre crédit sur votre maison, etc. Et qu'en fait, ces gens-là, ils ont la même problématique que tous les citoyens, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas non plus. Ils sont au bout du rouleau. On leur demande Je crois qu'en banque de réseau, les banquiers gèrent 2500 clients. C'est à peu près ça. Demandez à vos banquiers. C'est-à-dire que les mecs, ils courent dans tous les sens avec des procédures qui sont de plus en plus compliquées.
et de plus en plus nombreuses. On est dans un monde comme ça, hein. Tout est des… Vous savez, quand vous achetez une maison, vous avez un crédit et derrière, vous avez 25 pages écrites en toutes petites lettres, au cas où que personne ne lit. Enfin, c'est des trucs absolument abominables qui sont créés par des avocats, hein, par des professions juridiques, pour couvrir les banques, etc. Donc, quand vous discutez avec votre banquier qui gère 2500 ou 3000 clients pour des broutilles, mais qui sont les problématiques des gens au quotidien, ils sont aussi complètement déconnectés de ce qu'on est en train de raconter. Ouais. Moi, j'ai bien un banquier, comme tout le monde, ça fait 10 ans que je raconte mon histoire. Et à chaque fois, on me dit, mais de quoi vous parlez, Madame Gibault? Mais c'est pas possible. Parce qu'ils sont aussi, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout est compartimenté. Donc, on ne sait pas ce que fait le voisin, on ne sait pas ce que fait finalement l'entreprise. Vous avez des objectifs. Et en tant que salarié, même si vous êtes banquier dans une banque, vous avez des objectifs à remplir par rapport à votre mission. Donc, pendant que vous êtes occupé là-dessus, vous ne vous occupez pas du problème sismique, de si c'est plus important que l'État, de si on a des filiales dans les paradis fiscaux. Évidemment. Regardez l'histoire paradis fiscaux avec les Panama Papers. On s'est rendu compte que la Société Générale, pour ne pas la citer, qui est française, avait je ne sais combien de comptes ouverts dans ces fameux au Panama, là, avec le cabinet, comment il s'appelait, Mossack Fonseca. Ouais. Est-ce que la Société Générale a fermé ses filiales dans les paradis fiscaux? Bien sûr que non. Pourquoi? Est-ce que la BNP Paribas, qui en avait je ne sais pas combien, je crois que c'est 150 filiales dans les paradis fiscaux, les a fermées? Bien sûr que non. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a, et on repart sur le problème européen, on a l'Irlande d'un côté, le Luxembourg de l'autre, Malte, Chypre, qui sont des paradis fiscaux pour les uns les autres? Si vous êtes français et que vous installez en tant que retraité au Portugal, vous ne payez plus d'impôts. Ah bon? Mais en fait, tout est comme ça. C'est-à-dire que tout le monde est concurrent. Donc, les citoyens sont concurrents les uns des autres, les pays sont concurrents les uns des autres, et qu'il faut se reposer la vraie question de pourquoi on n'a pas notre monnaie, par exemple. Donc, comme ce n'est pas notre monnaie, c'est la monnaie de l'Europe, c'est l'Europe qui décide. Donc, qu'est-ce qu'on a comme incidence? Enfin, comment on peut faire en sorte qu'on vive un peu mieux, sachant qu'on n'a pas les mêmes niveaux de vie dans des pays, dans un pays que dans l'autre, sachant que les règles sont différentes dans un pays et dans l'autre. Alors, il faudrait réduire, au lieu d'être au niveau international, passer au niveau national et au niveau local. En fait, c'est ça, il faut réinverser la pyramide. Vous voyez, la pyramide dont je vous parlais tout à l'heure, avec les puissants d'un côté et puis tout le peuple qui finalement est très divisé, hein. Ils sont arrangés depuis 40 ans pour qu'on soit les uns contre les autres, à penser que l'ennemi, c'est le voisin qui galère aussi à élever ses enfants. Ça évite aux gens de penser où sont les véritables problèmes. Alors, il va falloir inverser le truc. C'est pour ça que c'est une énergie incroyable. Parce que s'il n'y a pas une prise de conscience par des médias indépendants ou par des gens comme vous qui font ce type d'émissions, la problématique, c'est qu'effectivement, l'eau, elle risque d'être privatisée partout dans le monde. Voire l'air, et qu'il va y avoir de plus en plus de précarité, de plus en plus de chômage, de plus en plus de pauvreté, qui vont inévitablement engendrer plus de violence. Évidemment, non, ça me va comme mot de conclusion. Pour revenir sur Panama Papers, je m'en rappelle, hein, c'est-à-dire, je pense que c'est Le Monde aussi qui avait révélé l'affaire, ou du moins qui avait décidé d'en faire une série. Alors là, on y va, hein, c'est tous les jours, on met à jour, on balance de nouvelles informations. Là, on fait un vrai dossier. Mais voilà, comme dans beaucoup d'autres cas, après, ça commence à traîner en longueur. Les lecteurs commencent à passer à autre chose, y compris moi, hein, essayer de suivre. Et puis, voilà, et, au bout d'un moment, la pression redescend et comme vous le dites, finalement, la BNP Générale garde leurs filiales dans ces paradis fiscaux. Bon. Donc non, mais je pense que vous donnez beaucoup de voies de sortie et aussi des voies d'espoir, hein, en termes d'éveil des gens et ce qu'on peut faire. Moi, à nouveau, je suis très touché à la fois par votre parcours, votre vécu, et je vous félicite pour votre courage. Ça a été difficile de prendre ces décisions-là, et on peut imaginer que il y a beaucoup d'autres personnes dans votre cas qui, finalement, choisissent de garder le silence, ou alors qui commencent à parler, mais qui commencent à être intimidés et qui renoncent. Donc, félicitations aussi pour être allé jusqu'au bout, sachant que l'affaire est loin d'être terminée encore, hein, donc le procès est encore en cours.
Oui, et là, justement, c'est pas normal que des procès prennent 20 ans. Vous voyez, c'est juste pas normal. Pendant ce temps-là, de toute façon, votre vie est en suspens. Bah oui. Et puis, on vit aussi de l'indifférence des gens. Comme vous disiez, par exemple, l'histoire des Panama Papers qui ont fait la une des journaux. Demandez dans la rue aux gens, mais quand vous avez entendu parler des Panama Papers, est-ce que vous savez qui sont les Français qui avaient leur compte? Même pas, je serais pas Et capable moi, de je le donne des citer. conférences. Et qu'en fait, les gens, je leur dis, mais pourquoi ça ne vous intéresse pas? Ouais, non. Et en fait, cette question-là, elle les choque un peu. En gros, c'est d'un côté, pourquoi ça m'intéresserait? Puis de l'autre côté, c'est mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et donc, en fait, je leur dis, mais vous cherchez, par exemple, il y a une page Wikipédia sur les Panama Papers où vous avez les Français qui avaient leur compte Panama Papers. On peut inviter les gens à le faire. Mais on a eu complètement faux avec tout ça. C'est-à-dire qu'il y a eu les Football Leaks où on se disait, mais les Football Leaks, ça va vider les stades de foot, puisque les gens qui vont au foot, en règle générale, sont des gens de la classe moyenne qui sont obligés de se serrer la ceinture. Moi, je l'ai vu quand je travaillais dans le football, où c'est la soirée de la soirée familiale, ou en tout cas le père et les fils, ou en tout cas une bande de copains. Même s'il y a des femmes qui vont voir les matchs, heureusement. Mais en fait, ça va pas vider du tout les stades de foot, parce que les gens, c'est leur passion, c'est là où ils ont justement leur moment de récréation dans une vie qui est très stressante et une vie qui est très dure. Donc, quelque part, si tel joueur de foot échappe le fisc, ou si tel intermédiaire de foot s'en est mis plein les poches et a mis cet argent dans les paradis fiscaux, ou si on a acheté un joueur 2 millions, on le vend 200 millions et que l'argent s'évapore, les gens, c'est trop lourd pour eux. C'est trop lourd. Non, c'est vrai, c'est écrasant, bien sûr. Eh bien oui, c'est pour ça que des gens comme moi, j'ai la tête que j'ai. Enfin, quand je me regarde dans une glace, si vous voulez, je me dis, mais c'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'en 15 ans, j'ai pris 100 ans. C'est tellement lourd, c'est tellement oppressant. Et puis moi, en plus, je prends toutes les histoires des autres. Écoutez, prenez ma vie, vous allez voir la difficulté de ce que c'est, justement, d'être complètement à la fois isolé, d'être sans boulot, sans projet, sans argent, sans amis, sans tout ce qui fait une vie. Non, je voulais dire, vous êtes dur avec vous-même sur le fait d'avoir pris 100 ans, c'est ça que je voulais dire. Physiquement, je le vois aussi, des problèmes de santé qui commencent à arriver alors que j'étais quelqu'un qui allait bien. Enfin, c'est trop lourd à porter, ça. C'est pour ça que le signe que donne la société, c'est surtout, soyez pas lanceurs d'alerte. Comme je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on veut une société avec de plus en plus de gens qui se lèvent? Vous voyez, derrière moi, il y a, je ne sais pas si vous voyez là, il y a Snowden, Assange et Manning, c'est-à-dire que les statues de l'artiste italien Davide Dormino, et la chaise vide, c'est pour que les gens se lèvent et le courage de dire la vérité, c'est-à-dire et une vision avec une autre perspective. Et ces statues sont itinérantes pour justement, elles sont là pour libérer la parole et pour montrer la voie de la parole. Ben oui, mais c'est compliqué pour les citoyens quand on voit des situations comme on est là. Vous voyez, il y en a un qui est en exil à Moscou depuis 2013, on lui a refusé l'asile. L'autre est en prison. Le troisième, Manning, a fait 2 fois de la prison, condamné à 35 ans. Moi, je ne suis pas en prison. Yasmine Motarjemi n'est pas en prison. Il y a d'autres lanceurs d'alerte qui ne sont pas en prison. Mais de toute façon, on est privé finalement des droits à chacun d'accéder au marché de l'emploi alors qu'on était compétent et passionné de nos métiers. Et en plus, on est intègre et honnête. On a des procès qui n'en terminent pas, où la justice est tellement bien foutue qu'on nous fait gagner nos procès, mais qu'on n'a aucun dommage et intérêt. Donc, en gros, ça veut dire, vous voyez, il n'y a aucune considération. Où les multinationales s'en sortent quand même très bien, parce que justement, les cours de bourse UBS, son cours de bourse a décroché quand les 4,5 milliards ont été annoncés. Et finalement, derrière, on réouvre d'autres marchés, on s'arrange. C'est vraiment, vous savez, c'est à la fois le Monopoly auquel on jouait quand on était enfant, quand on a le temps, vous voyez, et puis en même temps, c'est la cour des copains, quoi. Peut-être une question un peu bateau, mais à laquelle vous aurez, je pense, une réponse intéressante. Et après tout ça, et pour conclure, est-ce que finalement vous regrettez d'avoir lancé l'alerte, ou est-ce qu'au contraire, vous regardez en arrière et vous faites c'était évidemment la bonne chose à faire? Écoutez, moi, je me porte surtout énormément de souffrance à cause d'une cruauté inouïe à tous les niveaux. Donc, c'est très compliqué. Vous avez une histoire avec votre conscience qui fait que, bien évidemment, moi, si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais juste une trouille, c'est que je parte à 6 h le matin avec les menottes devant mes enfants en pyjama.
Puis finalement, cette histoire, elle m'a séparée de mes enfants. Alors, vous voyez, moi, je préférerais plus être vivante depuis 15 ans. La vraie réponse, elle est là. C'est-à-dire justement, si on était dans un pays du tiers-monde où ce qui peut être une dictature, on dirait en gros, c'est un peu normal. Mais comment est-ce qu'en France, on fait pour accepter des situations comme celle-là, d'une cruauté inouïe quand vous êtes une femme, que vous avez des enfants seuls, que l'inspection du travail vous dit on est là pour vous protéger, que vous êtes dans un monde où vous avez travaillé pendant 26 ans avec beaucoup de passion et qu'il n'y a plus personne qui veuille vous embaucher, que les citoyens finalement se détournent complètement de ces sujets-là parce que ça leur fait peur et que c'est trop lourd. C'est compliqué, c'est-à-dire que la seule personne avec qui vous vivez, c'est vous-même et que ce que je dis, c'est la tête que j'ai, c'est-à-dire qu'au quotidien, vous vous dites, mais moi je préférerais être mort que être vivant, quoi. Enfin, ça sert à rien de vivre pour souffrir autant. Il aurait peut-être mieux fallu qu'ils m'assassinent il y a 12 ans, les gens de Bercy, plutôt que me laisser comme ça, à m'utiliser, se servir de moi pour avoir ces informations et pas être capable de, je ne sais pas, même m'avoir embauché il y a 12 ans, j'aurais eu une vraie crédibilité à Bercy pour m'occuper de la communication sur tout ce qui est fraude fiscale, par exemple. Le fait qu'on vous laisse mourir comme ça, alors on mettra une plaque de rue à mon nom une fois que je serai morte pour dire, voyez, c'est très bien. Ça, on sait le faire en France. Vous voyez, les résistants étaient les premiers à être dénoncés, à être torturés, envoyés dans les camps de la mort. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on met les plaques de rue au nom des gens. On est dans un monde où l'histoire se répète, malheureusement. Alors, c'est toujours pareil. C'est que moi, j'ai peut-être une conscience qui est mieux que celle des autres, mais à quel prix, quoi. Enfin, poser la question à mon fils, mon plus jeune fils avait 4 ans quand ça a commencé. Imaginez. Il en a 19 maintenant. Il a une enfance complètement foutue en l'air avec un traumatisme à tous les niveaux. Donc, et tout le monde s'en fout, quoi. Donc, c'est ça le plus dur, quoi. Oui, évidemment, désolé d'entendre ça, même si, effectivement, vu de l'extérieur, je ne peux pas m'empêcher de me dire aussi, quand même, elle est en train de terrasser un colosse, c'est quelque chose d'utilité sociale, et puis c'était nécessaire. Et évidemment, quand vous entendant, on se dit que c'était dur à vivre. Mais en tout cas, merci encore pour votre témoignage, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. On va partager aussi les liens qui permettent d'aller plus loin, y compris vers votre livre où vous détaillez davantage tous les mécanismes que vous avez contribué à faire, sur lesquels vous avez contribué à mettre plus de visibilité. Et puis, merci encore et merci aussi à notre ami Alexandre Boisson qui nous a mis en relation. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de votre intérêt, justement. C'est l'ambiguïté du truc, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un problème micro et c'est un problème macro. C'est-à-dire que moi, il y a mon problème de vie, d'existence de vie, et puis il y a ce problème qui est un problème énorme et qui est le problème de tout le monde. Donc, c'est loin d'être simple. Donc, réveillons-nous tout le monde. Comme dirait Snowden, speak up the truth. Levons-nous pour dire la vérité, parce que la vérité, elle ne doit pas que assassiner. La vérité, elle doit justement permettre à ce qu'il y ait des débats publics et que tout soit connu des citoyens pour une vie un peu meilleure. Merci beaucoup Stéphanie et à bientôt. Merci à vous.